Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un petit jeu de cartes. Initialement publié en 2010, Rahdo l'avait présenté comme étant un de ses top 10 jeux solo. Ça m'avait intrigué, c'était introuvable et c'est de retour pour le 10e anniversaire sur Kickstarter. On parle de Adventure of D, une grande aventure fantasy dans une petite boîte. Alors on regarde ça à l'instant, Adventure of D, c'est parti. Alors, Adventure of D, initialement publié en 2010, de retour sur Kickstarter avec un 10e anniversaire. On a repensé le jeu, modifié certaines règles, les illustrations ont été modifiées. Faut dire qu'à l'époque, c'était très artisanal, tout ça, je pense que ça avait été édité autour de 350 copies. 10e anniversaire avec les artistiques modifiés, avec également des modifications au niveau des règles. J'ai contacté l'éditeur, donc l'auteur, qui est Jack Darwood, et je lui ai demandé s'il y avait un print and play à me mettre en disponibilité pour vous le présenter. Alors, il a eu la gracieuseté de me l'envoyer. C'est sûr que ça reste un prototype, donc soyez avisés que la qualité va effectivement changer puisque c'est un matériel que moi-même j'ai imprimé. Le jeu n'est pas tout à fait complété, mais je vous dirais que 95% des illustrations sont complétées. Alors ça devrait être un jeu qui va être rapidement disponible sur le marché. C'est un jeu qui est uniquement en anglais. Donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter pour vous faire une idée à savoir si c'est un gameplay que vous appréciez. Je vais peut-être regarder avec lui la possibilité d'en faire la traduction, reste à voir. Alors sachez que c'est disponible en print and play lors de la campagne ou la version physique. Autour de 28-29$ US, livraison incluse. Donc un petit jeu de cartes qu'on va découvrir ensemble. Alors qu'est-ce qu'Adventure of D? C'est un jeu de cartes. Un jeu de cartes dans lequel on va faire une exploration de différents lieux. J'ai ici les 12 lieux qui sont présents dans la boîte. On va tout simplement mélanger tout ça et faire une grille ici de 4 par 3. Donc les positions vont changer d'une partie à l'autre, mais c'est essentiellement les mêmes lieux qu'on va retrouver. On a également un énorme paquet de cartes rencontres. Au total, c'est plus de 100 cartes au niveau du jeu, donc la jouabilité risque d'être bonne. On a également ici nos personnages. Donc on va avoir au total 16 personnages qu'on va pouvoir incarner. Donc ici j'ai le Knight, le Ranger, l'Elfe, le Marchand, le Hobbit, Druide, le Barde, le Scholar, le Prêtre, le Ninja, le Monk et le Thief. Et j'ai choisi d'y aller avec le Dwarf, donc le Nain. C'est donc des personnages qu'on va pouvoir prendre en début de partie, mais également qu'on va utiliser comme autre chose dans le jeu. La particularité de ce jeu, à peu près tous les cartes ont plusieurs fonctions. C'est ce qui en fait vraiment quelque chose d'unique. Et également, on n'a aucun dé avec le jeu, tout se joue avec des cartes. Alors ça aussi c'est bien, on peut vraiment traîner le jeu et l'utiliser à peu près partout. Mise en place très simple, donc c'est de 1 à 3 joueurs, on doit choisir le type de mode de jeu, on peut y aller en solo, en coopératif ou en compétitif. Je vais vous faire la démonstration de la partie solo parce que je sais que vous êtes nombreux à apprécier ce type de mécanique-là, mais sachez que ça va se ressembler beaucoup au niveau du compétitif et du coopératif. On place les 12 tuiles aléatoirement ici. On va toujours avoir la même tuile de départ qui est le Castle of Light, donc le château de la lumière. Et notre but, ça va être d'aller dans la Tower of Dead pour aller affronter notre ennemi juré qui est de retour. On parle du magicien du chaos qui se nomme Elzouf, drôle de nom, mais sachez que c'est notre mission finale, donc on va devoir rentrer dans le château et pénétrer dans les 4 chambres successivement pour remporter la partie. En mode compétitif, on va tout simplement se promener jusqu'à temps que quelqu'un va dans l'intérieur du château et remporte la victoire, donc ça met fin à la partie. En mode solo et compétitif, on va devoir solo et coopératif, désolé, on va devoir choisir le nombre de la durée de la partie, un nombre de tours, c'est ce qui va en faire la difficulté. En partant de 4 tours, qui est extrêmement difficile, jusqu'à 8, qui est un mode facile. C'est notre challenge d'être capable, pour une mode très facile, à l'intérieur de 8 tours, de réussir à aller remporter la partie avec le Tower of Dead. Sachez que j'ai fait 2 parties et j'ai toujours pas gagné, donc c'est quand même relativement assez compliqué.
On a notre personnage de départ, donc on va avoir un personnage qu'on va choisir. Les personnages sont tous composés de la même façon, donc on a l'illustration. On a ici des caractéristiques de force avec le bouclier, d'intelligence avec la tête et d'agilité avec le pied. Ensuite, on a une compétence spécifique à notre personnage, donc c'est son skill. Ici, j'ai le maître des armes, et ce que ça fait, lui, c'est que lorsque je vais faire un test, je vais pouvoir dépenser 2 points de magie pour additionner 1 à ma carte. Alors, il va être plus fort. Ceci, c'est les marqueurs, donc ça reste très prototype, vous allez comprendre, mais ça ici, c'est les marqueurs de magie, donc on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, toutes les compétences qu'on va avoir dans le jeu que je viens de vous présenter vont avoir un degré ils vont changer au cours de partie. Partant de 0, lorsqu'on commence la partie, on a 0 dans toutes les compétences. On va éventuellement monter notre personnage jusqu'à un maximum de 8 points. Même chose pour les points de magie. Par contre, avec la magie en mode solo, on commence avec 4. Ça varie d'un type de partie à l'autre. Donc, présentement, je vais partir avec 4 points, qui est la valeur ici en haut. Et j'ai 0, j'ai absolument rien ici de déterminé. On a notre deck de rencontre, on va tout simplement le brasser et on va mettre ça de côté ici. Chaque joueur au début de la partie va prendre une carte et on va regarder ici. Là j'ai pris une valeur neutre, je vais vous en montrer un autre pour vous l'identifier ici. Donc ici vous voyez que ça c'est en bleu et c'est de l'agilité. Donc tout le monde va tourner une carte et on va augmenter de 1 la valeur de notre personnage selon ce qu'on va avoir choisi. Donc si je tire cette carte-ci, je vais augmenter mon agilité de 1 pour débuter la partie. Donc on a toute une compétence de départ. Et si je vais avec une carte neutre ici, qui est une carte blanche, je choisis tout simplement laquelle des caractéristiques que je vais vouloir additionner. Donc je mets ça ici dans ma défausse. Comme j'ai tiré une carte neutre, je peux choisir laquelle je vais faire. Alors je vais partir avec de la force. Je vais prendre ici mon marqueur de update. Donc ici, on a les chiffres. Je vais mettre ça sous mon personnage. Et on va voir ici que j'ai maintenant 1 de force pour mon personnage. Donc mon dwarf va partir avec ça. On va y voir éventuellement des standees ou des miniatures. J'ai pris une miniature du jeu Dungeon Alliance. Donc c'est un dwarf qui ressemble un peu. Alors on va utiliser ce jeton-ci pour notre présentation. Sachez que ça ne vient pas dans le jeu présentement. Donc c'est moi qui l'ai additionné à la partie. Comme je vous l'ai dit, on part ici au Castle of Light. C'est notre point de départ. Ensuite, on va se prendre une main de cartes. Alors, on va commencer avec 6 cartes. Alors, c'est notre main de départ. Et c'est également nos points de vie. Si on tombe à un moment donné avec aucune carte dans les mains, c'est la fin pour nous. Alors, il va falloir donc essayer d'user de stratégie. Donc, comme je vous ai dit, on a différentes cartes qui éventuellement seront des rencontres. Présentement, tout ce qui est important dans notre main, c'est la valeur des chiffres qui sont ici. Donc, j'ai 5 ici en intelligence, 2 en force, 0 en neutre, 4 en neutre, 2 en intelligence et 4 en intelligence. Présentement, c'est ma main de carte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer sur la map ici pour essayer d'aller interagir avec les lieux, pour éventuellement augmenter notre personnage pour être capable d'aller dans la Tower of Dead. C'est notre but de notre mission. Mais on va avoir aussi des événements qui vont arriver. Donc au début de chaque tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner 2 événements. Et on va regarder, toutes les cartes ont un titre qui correspond avec les lieux qui sont ici. Donc le Lake of Hope est ici. Ce que ça fait, c'est que je vais prendre l'événement et je vais la mettre sur le Lake of Hope. C'est ici donc un élémentaire de ice, donc de glace. Le lac est gelé. On va devoir interagir si on veut aller sur le lac avec la rencontre avant de pouvoir interagir avec le lieu qu'on a mis en dessous. Ensuite, j'en prends un deuxième. Chaque tour, on en a 2. Et ici, j'ai le Garden of Mushroom. Donc, c'est les champignons qui sont ici. Je vais mettre ça ici. Et le vampire fait son apparition dans le jardin des champignons. Alors, je ne peux pas aller sur ce lieu-ci, puisque présentement, on a le vampire qui est là. Il va falloir que je l'affronte si je veux y aller. À tous les débuts de tour, on va tourner 2 cartes événements, mais on ne pourra jamais avoir plus que 4 cartes sur le plateau de jeu. On ne pourra jamais avoir 2 cartes sur le même emplacement. Si je retire une carte du même emplacement, j'enlève l'ancienne, j'en mets une nouvelle. Et on ne pourra jamais avoir 2 symboles identiques. Donc ici j'ai intelligence, ici j'ai neutre, donc c'est correct. Mais si jamais je repioche une autre carte qui va ailleurs et que c'est de l'intelligence, on va enlever le vampire et on va mettre l'autre carte. Donc on a toujours un maximum de 4
événement sur notre lieu. Également, si en cours de partie, je réussis à aller éliminer tous les événements qui sont présents, on va toujours au moins en avoir une. Si j'enlève la dernière, on va immédiatement remplacer une. J'ai 2 événements qui sont présents. Et là, il faut déterminer le degré de difficulté. Ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement piocher un nombre de cartes qui va être notre compteur de tours. Donc, on a dit que c'était 8 pour très facile. On va y aller avec 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je vais mettre ça ici de côté. Ça va être ici mes marqueurs de tour. Donc, à chaque début de tour, je vais tourner une carte. Et lorsque je n'aurai plus de cartes à l'intérieur, ça va être la fin de ma rencontre. Alors, c'est tout simplement pour se rappeler le nombre de tours qu'on va utiliser. Qu'est-ce qu'on peut faire durant un tour? On peut soit se déplacer, soit interagir. Interagir avec un lieu ou interagir avec une rencontre. Je pourrais me décider de m'en aller ici pour affronter le vampire, mais si je veux affronter le vampire ici, on voit ici que j'ai besoin de faire un test de 11 d'intelligence. Présentement, j'ai 0. Je pourrais prendre une carte de valeur 5 ici pour essayer de faire un 5. Plus 0, ça fait 5. Et là, je vais toujours faire un check. Quand on dit de faire un check, on va tourner la première carte et on va additionner le montant au total. Et on va comparer avec le chiffre ici. Ça me prend égal ou supérieur à. Donc, j'ai besoin de 11. On voit que 11, c'est très difficile. C'est sûr que je n'irai pas là. Et j'ai toujours un L et un W. Donc, loss, win. Condition de victoire, condition de défaite. Donc, dans le cas présent, si je perds, je vais perdre loss 1, donc je vais perdre une carte et je vais défausser un item si j'en ai un. Parce qu'ici, je peux avoir des items. Et sinon, je fais shock 1, c'est que je perds au hasard une autre carte. Donc, c'est très pénalisant. Et par contre, si je gagne, je vais gagner 2 points d'intelligence sur mon personnage. Ça, c'est quand même assez important. Même chose ici, on voit que j'ai un autre ici pour le Lake of Hope. C'est un test d'intelligence, mais de 9 cette fois-ci. Donc, c'est plus facile. Et on voit que si je réussis à remporter ici la partie, donc si je perds, je vais perdre 3 points de magie ou je vais perdre une carte. Sinon, je vais gagner l'item. Et on voit ici, on a un item. Et là, c'est à ce moment-là qu'on tourne la carte. Et j'ai l'amulette de glace ici que je mettrai ici. Donc, je pourrais utiliser. Mon dwarf serait maintenant muni de l'amulette de glace. Et donc, chacun des items comme ça ont des caractéristiques. Dans le cas présent, ça me donne plus 1 en agilité si je défausse la carte. Donc, je peux donc garder mon amulette pour éventuellement l'utiliser lors de la partie. Comme je vous dis, toutes les cartes ont vraiment beaucoup d'utilité qu'on peut en faire. On a la possibilité d'interagir avec les rencontres, comme je viens de vous dire, ou d'interagir avec les lieux. Donc, dans le cas présent, ici où je suis, Castle of Light, ça me dit que je peux défausser une carte Power. Une carte Power, c'est les cartes qu'on a en main. Ou dépenser 2 points de magie. Présentement, j'en ai 4. Pour aller ajouter un événement. Donc, si j'ai des événements ici qui apparaissent et que je veux l'ajouter, c'est ce que ça me permet de faire. Également, ce que je ne vous ai pas dit, mais que je vais vous dire à l'instant, lorsqu'on met les événements en lieu, on doit, à plusieurs joueurs, prendre l'événement et la donner à notre adversaire ou notre complice dans le cas dans le coopératif, et il va décider s'il veut conserver ou pas la carte qui est ici. Donc j'aurais pu refuser de prendre le vampire en le défaussant, et ça m'aurait coûté soit 2 points de magie, ou soit une carte de power, et à ce moment-là, j'aurais défaussé le vampire, mais j'aurais repioché une autre carte. Donc on a une certaine sélection d'événements qu'on peut faire de cette façon-ci, mais ça coûte soit de la magie, soit des cartes. C'est quand même pénalisant. Alors ici, ce que ça fait, c'est que ça me permettrait d'aller ajouter un événement. Ça ne me tente pas. Par contre, ici, on voit que si je vais dans la plaine, ici, j'ai le Book of Magic qui est présent. Et je dois défausser ici une carte donc de force, d'intelligence et d'agilité pour pouvoir aller augmenter une des compétences de mon choix et récupérer 2 points de magie. C'est quand même assez bon. Mais on voit ici que j'en ai une. J'en ai 2, mais j'ai aucune carte d'agilité. Donc, je peux malheureusement pas aller là. Ici, ça me coûterait 2 boucliers de valeur 4 ou plus petit pour aller augmenter mon bouclier de 1. J'en ai seulement un. Si je vais ici au village, je peux défausser un bouclier de force et dépenser 1 point d'énergie pour me téléporter n'importe où sur le lieu. C'est quand même pratique. Ici, j'ai la montagne du mage. C'est un peu la même chose que ça ici. Donc, il faut que je défausse 2 cartes d'intelligence. J'en ai 2 ici. Par contre, ça doit être de 4 et moins sur le total. Donc, j'ai 6.
Ici, j'ai un 5, donc mes cartes sont trop fortes. Ça ne me permet pas ici d'aller augmenter mon intelligence. J'ai la même chose ici avec l'agilité dans la forêt. J'ai pas de carte d'agilité, on voit bien. Ici, j'ai le workout. Ça, c'est quand même assez bien. Je peux aller défausser soit un bouclier ou soit une agilité pour aller faire un learn skill. Learn skill, ce que ça fait, c'est qu'ici, mon personnage il est le maître des weapons. Mais si je vais ici, je vais aller piocher un nouveau personnage qui est ici. Et je vais l'additionner sous mon paquet. Donc, je vais prendre ici. Donc, j'ai le thief qui arrive. Je n'engage pas un nouveau thief. Ce que ça fait, c'est que j'apprends ici à voler. Alors, j'additionne ça ici sous mon personnage et à ce moment-là, j'ai une deuxième compétence qui apparaît. On peut en additionner comme ça successivement énormément de possibilités. Ces cartes-là aussi de héros ont deux attributs parce que le dos de la carte, on a ici le Fairy Dust, donc de la poussière de fée. Et ce que ça fait, c'est que je peux récupérer la carte ici pour aller utiliser ma poussière de fée pour éviter les shadows. Qu'est-ce que les shadows? C'est des rencontres, si on veut, aléatoires. Dès qu'on va se déplacer sur le plateau, en se déplaçant, on risque de faire une rencontre. Alors, c'est à ce moment-là qu'on va interagir. On va donc le faire à l'instant pour voir comment ça fonctionne. Je peux toujours me déplacer jamais en diagonale, octogonale, sur une case adjacente. Sachant que lorsqu'on est au bout ici, on est dans une terre circulaire, donc je peux partir d'ici à là. Ça se trouve être deux terrains adjacents. Même chose lorsque je suis ici, je peux aller ici, donc faire l'adjacent en passant par-dessus. Donc tout ça est connecté ensemble. Par contre, je ne peux pas passer d'ici à là. On comprend que ce n'est pas adjacent. Donc, on part ici. Il faut que je me trouve une destination. Donc, j'ai ici le workout qui serait intéressant. Pour ce faire, je vais devoir faire 2 déplacements. Comment ça fonctionne? Donc, ici, j'ai un 0 que je peux utiliser. Et on voit ici que chaque lieu a un crâne. Et c'est le nombre de menaces. Donc, on a ici 2 de menaces. Ici, c'est à 0 de menace. Donc, plus la menace est basse et plus c'est sécuritaire, si on veut. Je pourrais descendre ici. J'ai une menace de 2. Ce que ça fait, c'est que pour me déplacer, je dois absolument défausser une carte. Je la mets temporairement ici à côté pour dire que c'est ma carte de déplacement. Elle a une valeur de 0. Et là, ici, j'ai une valeur de 2. Ce qu'on fait, c'est qu'on va toujours faire un check. On va tourner la première carte et on doit avoir supérieur à la menace qui est ici. Sinon, on va avoir une rencontre aléatoire avec le personnage, avec le shadow. On voit ici que je pioche un 3. Comme je me suis déplacé sur un 2, ma rencontre, j'ai pas de rencontre, c'est sécuritaire, donc j'ai réussi à me déplacer en toute sécurité. Ma carte est défaussée, donc j'ai défaussé ma carte. Je suis obligé de jeter une carte pour bouger, donc on va s'affaiblir, on s'épuise si on veut, parce que c'est aussi nos points de vie. Alors ici, je suis là, mais je ne peux pas interagir parce que je n'ai pas les ressources nécessaires pour faire ça. Je vais bouger une autre fois, donc je vais m'en aller ici. Là, on voit que c'est une valeur de 1 seulement. Il faut que je défausse une carte. Alors, je vais défausser un 2 ici. Je le mets de côté ici parce que je dois faire un test. À chaque fois qu'on fait un déplacement, on fait un test. Donc, j'ai un 2. Il faut que j'aille supérieur à la valeur. Donc, j'ai 2, c'est correct. J'ai toujours pas de rencontre de mauvaise rencontre qui a été faite. Je m'en viens ici. Et ici, je peux faire un workout. Une fois par tour. C'est marqué ici. Je peux défausser une carte pour pouvoir soit un bouclier ou soit un pied. Dans le cas présent, donc, ici, j'ai un bouclier, ce qui est ma carte de force. C'est ce que je fais. Je défausse ici pour Learn. Alors, ce que je vais faire, c'est que, là, je vais le brasser parce qu'on l'a utilisé. On va tout simplement prendre une carte, la première sur le dessus. Et ici, j'ai le barde. Et j'apprends le son de la joie. Puis, ça dit, donc, right before the reveal a new event. À chaque fois que je vais révéler un événement, je peux dépenser un point de magie pour prendre 2 cartes. Et donc, je peux le montrer à l'autre joueur et en discarter une. Donc, en solo, on va choisir entre 2 cartes, 2 événements. C'est ce que ça me permet de faire. J'additionne ça en dessous. Et c'est donc une nouvelle habilité que mon dwarf vient d'apprendre. Il a appris à chanter. C'est quand même bien. Alors, je suis ici. L'autre chose qu'il faut planifier, c'est qu'on ne peut jamais avoir 0 carte dans les mains. Donc, dès qu'on a 0, on est knock-out. Alors, on va toujours s'arranger pour garder au moins une carte. Mais
à la fin de notre tour, on va faire ce qu'on appelle un rest, et c'est important de se regarder où est-ce qu'on va arrêter. Puisque ici, j'ai une menace de 1, plus j'arrête à des endroits sécuritaires et plus je vais avoir une main importante à l'autre tour. Si j'arrête dans des places plus effrayantes, comme ici, Tower of Death, j'ai 4, ça va réduire le nombre de cartes que je peux prendre. À chaque début de tour, on a dit que c'est 6 cartes qu'on va se prendre, mais c'est 6 cartes moins la menace. Donc, si j'arrête ici, je vais avoir 6 cartes moins 1, donc je vais avoir 5 cartes en main. Par contre, si je m'en vais ici, ça va être 6 moins 2, donc 4. Faut penser à tout ça. Donc ici, on a dit qu'on a le Ice, on a besoin d'un 6. Ici, je peux pas, c'est marqué No Player mais Move. Donc on peut pas bouger d'ici, on peut juste se télétransporter si on veut sur cette pièce-ci. Ici, j'ai le Royal Fairy pour aller récupérer une poussière d'étoiles. Ça, c'est quand même bien. Et ces deux-là sont cachés sous les rencontres, donc je pourrais pas les utiliser. Je pense qu'on va aller essayer de faire une rencontre pour essayer ici d'aller récupérer un item. Ok, pour le bien de la démonstration, on va y aller. Alors, je vais faire un mouvement ici. Donc, on a 2 de menaces. Donc, je vais jeter un 4 pour bouger jusqu'ici. Alors, je fais un check. Et là, ici, on a un 3. Alors, ça cause une menace. Donc, le Shadow. Puisque ici, j'ai 3. Ah non, je suis correct. Donc ici, j'ai 3, j'ai 2 de menaces, ce qui fait que c'est un déplacement sécuritaire. Faut pas que j'oublie ici que j'ai mon Dwarf qui me permet de toujours utiliser un point de magie pour augmenter la valeur de mon test de ma carte de 1. Alors, ça va être intéressant, c'est ce que je vais essayer de faire. Parce que là, je suis rendu ici, je vais essayer de faire donc un test. Lorsqu'on fait un test, on peut toujours faire le test avec n'importe quelle carte. C'est un test d'intelligence, j'aurais pu jeter de n'importe quelle carte, ce qui importe c'est la valeur. Par contre, si j'y vais dans la même valeur, donc c'est de l'intelligence et ici j'utilise de l'intelligence, à ce moment-là, ça va faire un heal. Ce que ça fait, c'est que je vais récupérer une carte que je remets dans ma main. Donc on peut prolonger nos tours comme ça. C'est comme ça qu'on réussit à le faire en moins de 8 tours. C'est en prolongeant nos tours, en faisant des combinaisons qui fonctionnent bien. Ici, j'ai 5 de départ. J'additionne mon intelligence de base. J'ai 0 présentement. Par contre, mon Dwarf me dit que je peux dépenser 2 pour faire plus 1. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais descendre de 2. Je vais additionner 1. Je suis rendu à 6. Et là, j'ai besoin de 9. Ça dit de faire un check. Alors, je tourne une carte. J'additionne le montant. Donc, 5, 6, 7, 8. Malheureusement, ça me prenait 9. Je ne l'ai pas eu. Alors, ça, c'est perdu. On jette ça ici. Et ici, c'est dit Lost. Je perds 3 points de magie. Il m'en reste 2, je ne peux pas le faire. Sinon, loss 1. Alors, je vais perdre une carte. Donc, je perds une carte. Ce que ça fait, c'est que je vais défausser. Si c'est choc, c'est au hasard. Loss, on en perd une. Alors, j'ai un 4 et un 5. Je vais perdre ici un 4. Heureusement, il me reste une carte. Et j'ai pas ici l'icône avec la poubelle. Lorsque la poubelle est là, on défausse la carte. Dans le cas présent, ça reste là. J'ai pas résolu l'énigme du lac gelé. Je suis encore sur le Lake of Hope et je cherche la solution. Il me reste une carte. Je vais faire un rest. Donc, je reste ici. On a une carte en main. J'ai une menace de 2. Donc, on a dit 6 moins 2, 4. 2, 3, et 4. Donc, ma main est fortement réduite. Il va falloir que je joue avec ça ici. Ensuite, par contre, on arrive, lorsqu'on fait le rest, on récupère le nombre de cartes, mais la menace, ça nous enlève des cartes en main. Par contre, ça nous additionne de la magie. Donc, j'additionne 2 de magie, 3 et 4. Alors, la menace me nuit en cartes, mais m'aide au niveau de la résolution, au niveau de la magie. Alors, c'est quand même un moindre mal. Ensuite, on va défausser une autre carte, puisque on a dit qu'on avait un certain nombre de tours pour réaliser ça. Présentement, je n'ai pas augmenté mon personnage. Et on a dit qu'on avait 2 nouvelles menaces. Alors, on y va ici. Tower of Dead, c'est ici. Et c'est un bouclier. Donc, on ne l'a pas. Le maraudeur orc qui arrive. Et j'ai Plan of Sorrow qui est ici. Et on regarde que c'est d'une intelligence. Alors, je mets ça ici en jeu. Par contre, je vais défausser le vampire parce qu'on a le même icône et on a dit qu'on ne pouvait pas avoir 2 fois les mêmes icônes ou 2 fois sur le même endroit. Donc, j'ai rendu avec 3 rencontres disponibles. Et ici, on a le Master Kickstarter
Ok. Bon, Master KS, j'imagine que ça va être une récompense de Kickstarter. Ça reste à voir, comme je l'ai dit, c'est le prototype. Alors, je suis ici présentement. On recommence une nouvelle journée. Je peux réessayer ici avec mon de résoudre mon énigme. On a dit qu'on avait toujours un 9. On peut bien l'essayer. On va voir. Peut-être que ça va fonctionner. Donc, je vais réessayer avec un 5. Donc, 5. Je vais utiliser 2 ici. Je suis rendu à 6. Ça me prend 3 et plus. Oui, 3. Donc, 3 plus 5. 5, 6, 7, 8. 9 avec mon plus. J'égalise. Donc, ici, on a résolu l'énigme du lac gelé. Ce que ça fait, c'est Get Item. Donc, je récupère l'item ici qui est mon amulette. Je la mets sur... et ça me fait plus 1 en déplacement. Ok, donc ça dit que ici, at Sword of Taddy, donc c'est l'emplacement ici, donc dans le marécage. Donc si je me rends là, je vais augmenter mon agilité de 1 et je vais défausser la carte. Alors je mets ça ici. C'est un item que j'ai réussi à récupérer. Et comme je vous dis, on peut avoir un nombre illimité d'items dans notre possession. Donc, on voit ici qu'on a récupéré le lac. Le lac, ce que ça dit, c'est tranquillité. Une fois par tour, je peux cycle. Donc, je peux recycler des cartes. C'est quand même bien. Et j'ai le Garden of Mushroom qui serait intéressant pour tout de suite parce que ici, c'est une fois par tour. Tous mes compétences minimum à 1 ou plus. Je peux augmenter une de mes compétences de 1. Donc, pour ça, il faut que j'aille réussir à monter mes compétences. Présentement, ce n'est pas le cas. Donc, je ne pourrai pas y aller, malheureusement. Donc, ici, je pourrais profiter de mon cycle, donc de recycler mes cartes pour essayer de voir ce que je vais faire. Donc, je vais le faire, parce que si j'ai un 2 qui est neutre, ça ne me donne pas grand-chose. Et ici, c'est mon intelligence. Alors, je vais défausser 2 cartes pour en piocher 2 nouvelles. Pour voir si ça va mettre... Oh, et voilà, j'ai un 4. Donc, je suis très fort ici en force. Je pourrais aller ici me débarrasser de l'orc qui est ici. Ça me prend seulement 7. Donc, j'ai déjà 5. J'ai un 6 ici, donc c'est pratiquement un succès assuré. Et ça me permet d'augmenter de 1 ma force. Alors, c'est assez intéressant. Donc, je pourrais décider d'y aller. Pour ce faire, il faudrait que je me déplace ici, en passant par l'autre côté. Ensuite, me déplacer là et ensuite jouer. Mais il me reste juste 3 cartes en main. Donc, ça va me prendre un tour de plus parce qu'il faut toujours que je me garde au moins une carte. Alors, on continue comme ça de tour en tour pour aller faire des événements. Tous les événements sont très différents les uns des autres. Augmenter soit mes skills, soit mes compétences. Le but, c'est vraiment d'aller chercher des compétences, puisque pour aller remporter la partie, je dois rentrer ici dans le Tower of Dead et passer les 4 chambres. La première chambre, ça dit que j'ai une barrière magique et pour la traverser, je dois avoir une de mes compétences à 5 et plus. Donc, c'est le but de ma première étape, de monter ça à 5 et plus. Après ça, je fais un check pour voir si j'ai une rencontre dans l'ombre. Donc, c'est comme on vous a dit, il faut que j'ai... au niveau de la menace, et là, la menace, c'est 4. Donc, ça risque fort d'arriver. Si jamais ça arrive, qu'on a une rencontre, on peut donc défausser une carte pour essayer de le battre. Il faut que j'aie la bonne valeur pour être capable de le battre. Sinon, je peux toujours aussi utiliser de la magie ou mes compétences de skill. Ensuite, j'ai une trappe. Donc, je vais perdre une carte au hasard. Et après tout ça, pour le battre, j'ai besoin d'avoir 2 cartes de power, donc des cartes en main, d'une valeur de 4 et moins au total. Donc, il faut vraiment que je me fasse une main vraiment forte pour rentrer là. C'est assez difficile, je vous le dis. Je me suis rendu jusqu'à l'étape 4, mais ça arrive toujours qu'il me manque quelque chose. Alors, ça reste tout ça un beau puzzle au bout de la ligne, et juste avec des cartes, donc c'est ce qui est très très génial. Rapidement, au niveau de mon appréciation du jeu, j'ai sorti ici One Deck Dungeon parce que je le compare beaucoup à One Deck. Je l'avais fait en print and play le jeu, et je vous dis qu'on retrouve beaucoup d'éléments de ce jeu-ci, à l'exception des dés. Ça utilise beaucoup de dés. Par contre, les upgrades de personnages, les cartes qui retournent de côté avec des amulettes, des compétences qu'on va augmenter avec nos cartes, c'est cet aspect-là qu'on retrouve. Différents personnages aussi qui vont devenir des skills. Donc on a au total 16 personnages, mais on joue de 1 à 3. Donc pourquoi autant de personnages? C'est justement pour aller récupérer les différents skills et les apprendre. Ça, c'est assez bien pensé également. Que matériel,
au-dessus de 100 cartes comme je vous dis. Ça va être quelque chose donc de compact dans une petite boîte à transporter, ça va être génial. Au niveau des règles, j'ai ça ici, c'est 2 pages assez bien chargées, mais recto verso. C'est quand même assez facile à s'y retrouver. Au niveau artistique, bon, ça a été de grandement amélioré par rapport à la première version. Ça avait besoin d'être amélioré et c'est ce qui a été fait. Alors on a ici quand même une artistique de beaucoup plus développée que la première fois. Les personnages sont vraiment très bien au niveau de coloration et tout ça. Une grosse amélioration à ce niveau-ci. Mise en place, c'est de quoi qui se place très facilement. Nos 12 cartes, tout le temps les mêmes, mais on va placer ça aléatoirement. On choisit un héros et c'est parti. Très fort à ce niveau-là. Thématique fantasy correct, on s'y retrouve avec tous des personnages qu'on connaît déjà. On réinvente rien à ce niveau-là. L'originalité, c'est surtout dans le fait que les cartes y servent à différentes choses. Donc c'est très bien. Et la progression de notre personnage d'une fois à l'autre fait en sorte qu'on va avoir des stratégies vraiment différentes. Ça, j'aime beaucoup ça. Ça fait un déroulement très rapide, des parties d'environ 25-30 minutes. 15 minutes si on perd rapidement, mais c'est quelque chose qui se joue rapidement. La mécanique du jeu, donc au niveau des points de vie avec notre main de cartes, ça aussi c'est bien. Et pour ce qui est de la rejouabilité, le nombre de cartes, on parle d'une centaine de cartes au total, beaucoup de héros, ça c'est bien. Les différents emplacements, on aurait pu peut-être en ajouter 2-3 de plus et d'en mettre quelques-unes de côté en chaque partie, ça aurait été bien. Mais surtout d'avoir ici le Tower of Dead, j'aurais aimé ça avoir plusieurs cartes finales avec différents challenges. Ça aussi, ça aurait été différent d'une partie à l'autre. Je pense que ça aurait été bonifié. Peut-être que les stretch goals débloqueront ce type de carte-là, mais c'est de quoi que j'aime bien. Au niveau de l'iconographie, on a des symboles de base qu'on retrouve, c'est assez simple. Par contre, il y a beaucoup de texte. C'est pas une quantité énorme de texte, mais il faut quand même savoir une base d'anglais pour pouvoir s'y retrouver. Je vais peut-être regarder avec lui la possibilité de faire les traductions, soit sur PDF ou soit directement sur le print and play. Reste à voir. Pointage, c'est un jeu où on gagne ou on perd, donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, mais donc j'attribuerai pas de points à ce niveau-ci. Et au niveau plaisir de jouer, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, dans le sens que c'est rapidement mis en place, rapidement sorti, rapidement joué. C'est vraiment un jeu qu'on va pouvoir traîner n'importe où, c'est une petite boîte de cartes. Alors un beau petit puzzle, fantasy, en solo, en coop, donc assez intéressant. Ça lui fait une note totale très comparable à One Deck Dungeons. Je sais que lui, il avait eu un gros boss quand ça a sorti, il y en a beaucoup qui l'aiment. Je vous dirais que celui-là, bon, il est peut-être pas la subtilité des dés de celui-là, où ce qu'on va faire la mécanique de modifier nos dés, mais l'essentiel du gameplay, je vous dirais, on le retrouve avec des cartes qui ont beaucoup d'utilité. Donc très bien apprécié. Donc ça lui fait 72%, une très bonne note pour un petit jeu de cartes. Alors, point fort, c'est un jeu de cartes rapide, portatif, cartes multi-usage, une mise en place qu'on va rapidement faire, on va une belle partie rapide. Et ça reste un beau puzzle, difficile à faire, et ça fait en sorte qu'on va avoir une belle rejouabilité. On va surtout essayer différentes tactiques pour passer à travers. Point faible, anglais, donc on n'a pas de français au niveau du jeu. Faut avoir une petite base, il n'y a pas beaucoup de texte comme je disais, mais ça reste un jeu uniquement en anglais présentement. Alors sachez que c'est disponible sur Kickstarter présentement, c'est jusqu'au 20 février et c'est disponible à partir de 9$ US pour le print and play, 28-29 au niveau de la version physique, ça inclut le shipping. Alors, belle trouvaille. Merci à Jack de m'avoir passé le print and play. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'espère que c'est votre cas aussi. Si c'est le cas, pouce en l'air, commentaire. On essaiera de répondre dans les meilleurs délais. Et on se revoit très prochainement pour un autre jeu à la Société des Jeux. Bye tout le monde. À la prochaine.